Ananda K. Kumaraswamy. Suis-je le gardien de mon frère? Chapitre 4. Sagesse orientale et savoir occidental. Orient et Occident. La crise du monde moderne. Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues et l'homme et son devenir selon le Vedanta. Sont les premiers volumes d'une série dans laquelle la plus grande partie des ouvrages de René Guénon, déjà publiés en français, paraîtront en langue anglaise. Une autre édition de L'Homme et son devenir avait été publiée dès 1928. Monsieur René Guénon n'est pas un orientaliste, mais ce que les hindous appellent un maître. Il résida tout d'abord à Paris et à présent, depuis bien des années, il vit en Égypte, où il est affilié à l'islam. Son introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, parue en 1921, comme préliminaire à ses travaux ultérieurs sur la philosophie traditionnelle, quelquefois appelée philosophia perennis, et l'on doit sous-entendre universalis, car cette philosophie a été l'héritage commun de toute l'humanité sans exception. Guénon a déblayé le terrain de toute fausse conception dans 2 volumes importants, d'une lecture parfois difficile, mais en aucune façon inutile. L'erreur spirit, un ouvrage auquel ce passage de la Bhagavad Gita, 16.4, ouvrait les guillemets. Ce sont des hommes des ténèbres, ceux qui rendent un culte aux morts et aux esprits. Fermez les guillemets. Aurait pu servir d'épigraphe. Et le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Ils ont été suivis par l'homme et son devenir selon le Vedanta et l'ésotérisme de Nantes, le roi du monde, Saint Bernard, autorité spirituelle et pouvoir temporel, le symbolisme de la croix, les états multiples de l'être et la métaphysique orientale. Plus récemment, M. Guénon a publié Le règne de la quantité et les signes des temps et les principes du calcul infinitésimal, en version renéotypée puis imprimée. Entre-temps, d'importants articles de René Guénon furent publiés mensuellement dans le Voile d'Isis, devenu plus tard les Études traditionnelles, dont la parution fut interrompue pendant la guerre, mais a repris avec le numéro de septembre-octobre 1945. Les études traditionnelles sont consacrées à la tradition perpétuelle et unanime, révélée tant par les dogmes et les rites des religions orthodoxes que par la langue universelle des symboles initiatiques. Parmi les articles qui ont paru ailleurs, signalons l'ésotérisme islamique, publié dans les Cahiers du Sud. Des extraits de l'œuvre de Guénon, avec quelques commentaires, ont paru dans Triveni, 1935, et dans le Vishvabharati Quarterly, 1935-1938. Un livre de Ludovic de Guigneron, intitulé Vers la connaissance interdite, a un rapport étroit avec ceux de René Guénon. Il se présente sous la forme d'une discussion à laquelle prennent l'atma, spiritus, le mental, la raison au sens moderne, non au sens platonicien, et un abbé catholique. La connaissance interdite est celle de la gnose que rejette pareillement l'Église moderne et le rationaliste, quoique pour des raisons fort différentes. La première, parce qu'elle ne peut accepter un point de vue qui considère le christianisme seulement comme une religion orthodoxe parmi d'autres, et le second, parce que, comme l'a fait remarquer un éminent orientaliste, le professeur A.B. Kiss, une telle connaissance, qui n'est pas empirique, n'a pas de sens pour nous, et ne devrait pas être appelée connaissance, ce qui est une confession presque classique des limites du point de vue scientifique. La langue de Guénon est à la fois précise et claire, et perd inévitablement à être traduite. La matière traitée est d'un intérêt captivant, du moins pour quiconque s'occupe des choses que Platon qualifie de réellement sérieuses. Cependant, elle a souvent été trouvée peu agréable, en partie pour les raisons déjà données et pour celles que formule, assez paradoxalement, un critique de Maître Eckhart de Blackney dans le Harvard Divinity School Bulletin. Il écrit qu'à une époque qui croit à la personnalité et au personnalisme, l'impersonnalité du mysticisme est déconcertante. Quant à l'histoire, les lignes suivantes de Guénon.
celui qui ne peut sortir du point de vue de la succession temporelle et envisager toute chose en mode simultané, est incapable de la moindre conception d'ordre métaphysique. Complète d'une manière adéquate la définition par Jacob de Bohème de l'histoire qui vint une fois à passer comme purement et simplement la forme extérieure du christianisme. Pour les hindous, les événements du Rig Veda sont maintenant toujours et sans date, et la lila de Krishna n'est pas un événement historique. La confiance du christianisme en des faits censément historiques semble être sa grande faiblesse. La valeur de l'histoire littéraire est très minime pour la doxographie, et c'est pour cette raison que tant d'hindous orthodoxes ont pensé que les études occidentales étaient un crime. Leur intérêt n'est pas dans ce que les hommes ont cru, mais dans la vérité. Une autre difficulté réside dans le style intransigeant de Guénon. La civilisation occidentale est une anomalie, pour ne pas dire une monstruosité. À ce propos, un critique a dit que des vues aussi radicales ne peuvent être partagées même par ceux qui critiquent les réalisations de l'Occident. Nous aurions cru maintenant que nous en sommes au dénouement, que la vérité de l'affirmation de Guénon aurait pu être reconnue par tous les Européens, sans parti pris. En tout cas, Sir George Birdwood, en 1915, qualifiait la civilisation occidentale moderne de profane, triste, vide et suicidaire. Et le professeur Lapiana a dit que ce que nous appelons notre civilisation n'est qu'une machine meurtrière, sans conscience et sans idéaux. Et il aurait pu dire aussi bien suicidaire que meurtrière. Il serait bien facile de citer d'innombrables critiques du même genre. Sir S. Radhakrishnan soutient par exemple que la civilisation ne vaut pas la peine d'être sauvée si elle continue sur les mêmes bases. Et c'est là une chose difficile à nier. Le professeur A. N. Whitehead a parlé tout aussi vigoureusement. Il reste la façade de la civilisation, sans aucune de ses réalités. En tout cas, si nous voulons lire Guénon, nous devons nous défaire de cette perspective temporelle et naïve qui a si longtemps et si complaisamment envisagé un progrès continu de l'humanité culminant au XXe siècle et consentir au moins à nous demander s'il n'y a pas eu une chute continue de l'âge de pierre à aujourd'hui, comme l'un des hommes les plus érudits des États-Unis me le disait un jour. Ce n'est pas par la science que nous pouvons être sauvés. La possession des sciences dans leur ensemble, si elle n'englobe pas la meilleure, ne sera utile que dans quelques rares cas, mais le plus souvent sera nuisible à son possesseur. Nous sommes obligés de reconnaître que notre culture européenne est uniquement une culture de la raison et de sens. La prostitution de la science peut conduire à une catastrophe mondiale. Notre dignité et notre intérêt exigent que nous soyons les guides et non les victimes du progrès technique et scientifique. Peu de gens nieront que le XXe siècle nous ait jusqu'ici apporté une amère déception. Nous devons maintenant faire face à une complète faillite dans tous les domaines de la vie. Eric Gill parle de la monstrueuse humanité, de l'industrialisme et de la façon de vivre moderne comme n'étant ni humaine, ni normale, ni chrétienne. C'est notre façon de penser qui est bizarre et dénaturée. Notre sentiment d'une frustration est peut-être le signe le plus encourageant de notre temps. Nous avons insisté sur ces choses parce que c'est seulement à ceux qui sentent cette frustration, et non à ceux qui croient encore au progrès, que Guénon s'adresse. À ceux qui sont satisfaits, tout ce qu'il a à dire paraîtra absurde. Les réactions des catholiques sont très instructives. L'un d'eux fait remarquer que Guénon est un métaphysicien sérieux, convaincu de la vérité qu'il expose et désireux de démontrer l'humanité des traditions orientales et scolastiques, et cet auteur fait remarquer qu'en de semblables matières, foi et compréhension doivent aller de pair. Crede ut intelligas, croire pour comprendre, est un conseil dont les érudits modernes feraient bien de tenir compte. C'est peut-être justement parce que nous n'avons pas cru que nous n'avons pas encore compris l'Orient. Le même auteur écrit à propos d'Orient et Occident
René Guénon est un des rares écrivains de notre temps dont l'œuvre soit vraiment importante. Il défend la primauté de la métaphysique pure sur toutes les autres formes de connaissance et se présente comme l'interprète d'une tradition supérieure de la pensée, en grande partie orientale, mais partagée au Moyen Âge par les scolastiques de l'Occident. Il est clair que la position de Guénon n'est pas celle de l'orthodoxie chrétienne, mais beaucoup, peut-être la plupart de ses thèses, sont en fait plus en accord avec la doctrine thomiste authentique que ne le sont bien des opinions de chrétiens pieux, mais mal instruits. Nous ferions bien de nous souvenir que même saint Thomas d'Aquin ne dédaignait pas de faire usage de preuves extrinsèques et probables tirées des philosophes païens. Gerald Van, par ailleurs, commet l'erreur qu'annonce le titre de son article « L'orientalisme de René Guénon », car il ne s'agit pas d'un nouvellisme ni d'une opposition géographique, mais de l'antithèse entre la théorie traditionnelle et l'empirisme moderne. Van accourt à la défense de ce même christianisme dans lequel Guénon voit presque la seule possibilité de salut de l'Occident. Seule possibilité, non pas qu'il n'y ait d'autre corps de vérité, mais parce que la mentalité de l'Occident est adaptée à une religion exactement de cette sorte et dont il a besoin. Mais si le christianisme a failli, c'est tout simplement parce que ses perspectives intellectuelles ont été étouffées et qu'il est devenu un code de morale plutôt qu'une doctrine de laquelle toutes les applications peuvent et doivent être dérivées. C'est à peine si 2 phrases consécutives de certains sermons de Maître Eckhart seraient compréhensibles dans une congrégation moderne ordinaire qui n'est pas prête à accueillir une doctrine, mais seulement des règles de conduite. Si Guénon veut que l'Occident se mette à l'étude de la métaphysique orientale, ce n'est pas parce qu'elle est orientale, mais parce que c'est la métaphysique. Si la métaphysique orientale différait de la métaphysique occidentale, comme la vraie philosophie diffère de ce qui est souvent appelé ainsi dans nos modernes universités, l'une ou l'autre ne serait pas la métaphysique. C'est la métaphysique dont l'Occident s'est détourné dans sa tentative désespérée de vivre de pain seulement, une entreprise dont les fruits de mer morte sont devant nos yeux. C'est seulement parce que cette métaphysique subsiste encore comme une puissance de vie dans les sociétés orientales, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été corrompues par le contact desséchant de la civilisation occidentale, ou plutôt de la civilisation moderne, car l'opposition n'est pas entre Orient et Occident comme telle, mais entre ces voies que le reste de l'humanité suit tout naturellement, et ces chemins d'après la Renaissance qui nous ont conduits à la présente impasse, et non pour orientaliser l'Occident, mais pour le ramener à la conscience des racines de sa propre vie et des principes qui ont subi une transvaluation dans le sens le plus sinistre que Guénon nous demande de nous tourner vers l'Orient. Il ne veut pas dire, et il le montre clairement, que les Européens devraient devenir hindous ou bouddhistes, mais bien plutôt qu'eux qui n'aboutissent à rien par l'étude de la Bible en tant que littérature, ou par celle de Dante en tant que poète, devraient redécouvrir le christianisme ou ce qui revient au même, Platon, ce grand prêtre, comme l'appelle Maître Eckhart. Je suis souvent étonné de l'insensibilité des hommes à l'égard de l'apologie et du Phèdre, ou du 7e chapitre de la République. Je suppose que c'est parce qu'ils ne veulent pas entendre, bien qu'il y en eût un qui ressuscita d'entre les morts. Le rapport Orient-Occident pose non seulement un problème théorique, nous devons rappeler aux lecteurs modernes que du point de vue de la philosophie traditionnelle théorique n'est rien moins qu'un terme de mépris, mais également un problème pratique urgent. Pearl Buck demande « Pourquoi les préjugés sont-ils si forts actuellement ?» La réponse, me semble-t-il, est facile. Les moyens de transport et d'autres circonstances ont forcé des parties du monde, autrefois éloignées les unes des autres, à entrer en un contact étroit auquel les peuples ne sont ni mentalement ni spirituellement préparés. Il n'est pas nécessaire de croire que cette phase initiale doive continuer. Si ceux qui sont prêts à agir comme un interprète veulent bien accomplir le travail qui est le leur,
Nous trouverons peut-être d'ici une génération ou deux, ou même plutôt que l'aversion et le parti pris ont disparu. Cela n'est possible que si de fortes et promptes mesures sont prises par les peuples pour rester mentalement à la hauteur du problème posé par la proximité croissante à laquelle la guerre nous oblige. Mais si cela doit arriver, l'Occident devra abandonner ce que Guénon appelle sa fureur de prosélytisme, expression qu'on ne doit pas considérer comme s'appliquant à la seule activité des missionnaires chrétiens, aussi regrettable qu'elle soit parfois, mais à celle de tous les distributeurs de civilisation moderne et de presque tous les éducateurs qui pensent avoir plus à donner qu'à recevoir de ceux qui sont souvent appelés peuples arriérés ou qui ne progressent pas, à l'activité de tous ceux à qui il ne vient pas à l'esprit qu'on ne peut pas souhaiter le progrès ou ne pas en avoir besoin lorsqu'on a atteint un état d'équilibre qui contribue déjà à la réalisation de ce qu'on considère comme les plus grands buts de la vie. C'est quand cette fureur de prosélytisme se dissimule sous les masques de la bonne volonté et des meilleures intentions qu'elle revêt les aspects les plus dangereux. Pour beaucoup, cette fureur ne peut que rappeler la fable du renard qui perdit sa queue et qui persuada les autres de couper la leur. Il se peut qu'une industrialisation de l'Orient soit inévitable, mais ne donnons pas le nom de bénédiction au fait qu'un peuple soit ravalé au niveau d'un prolétariat, et n'affirmons pas davantage qu'un niveau de vie plus élevé entraîne nécessairement plus de bonheur. L'Occident découvre seulement maintenant, à son grand étonnement, que les attraits matériels, c'est-à-dire l'argent et les choses que l'argent peut acheter, ne sont en aucune manière une force aussi irrésistible qu'on l'a supposé. Au-delà du niveau de la subsistance, la théorie selon laquelle ce stimulant serait décisif est largement une illusion. Quant à l'Orient, comme le dit Guénon, la seule impression que les inventions mécaniques, par exemple, produisent sur la généralité des Orientaux, c'est une profonde répulsion. Tout cela leur paraît assurément plus gênant qu'avantageux, et s'ils se trouvent obligés d'accepter certaines nécessités de l'époque actuelle, c'est avec l'espoir de s'en débarrasser un jour ou l'autre. Ce que les Occidentaux appellent s'élever, il en est qui, en ce qui les concerne, l'appelleraient s'abaisser. C'est là ce qu'en pensent tous les Orientaux. Il ne faudrait pas supposer, parce que tant de peuples orientaux nous ont imités par légitime défense, qu'ils ont pour cela accepté nos valeurs. Au contraire, c'est justement parce que l'Orient conservateur conteste encore toutes les présuppositions sur lesquelles repose notre illusion du progrès qu'il mérite notre plus sérieuse considération. Il n'y a rien dans les contacts économiques qui soit capable de réduire automatiquement les préjugés ou de faciliter la compréhension réciproque. Même lorsque les Européens vivent au milieu des Orientaux, le contact économique entre Orientaux et Occidentaux est pratiquement le seul qu'il y ait. Il y a fort peu d'échanges sociaux ou religieux entre eux. Chacun vit dans un monde entièrement fermé à l'autre, et par fermé, nous voulons dire non seulement inconnu, mais encore incompréhensible. Il s'agit d'une relation inhumaine par laquelle les deux parties se dégradent. Il ne faut pas non plus supposer que l'Orient croit important que les masses apprennent à lire et à écrire. L'instruction est pratiquement une nécessité dans une société industrielle où tenir des comptes est de première nécessité. Mais en Inde, dans la mesure où les méthodes d'éducation occidentale n'ont pas été imposées de l'extérieur, toute éducation supérieure est dispensée oralement, et avoir entendu est beaucoup plus important qu'avoir lu. En même temps, le paysan, empêché par son ignorance et sa pauvreté de dévorer les journaux et les magazines qui forment la lecture quotidienne et presque la seule lecture de la grande majorité des lettrés occidentaux, est semblable aux fermés béotiens d'Hésiode. Et davantage encore, il est comme les Highlanders qui parlaient gaélique avant l'ère des écoles primaires, parfaitement familiarisés avec une littérature épique d'une profonde signification spirituelle, trésor poétique et musical d'une valeur incalculable. On ne peut que regretter l'extension d'une éducation
qui implique la destruction de toutes ces choses ou ne les conserve que comme curiosité sous la couverture des livres. Il n'est pas important du point de vue culturel que la masse soit lettrée. Il n'est pas nécessaire que personne soit lettré. Il est seulement nécessaire qu'il y ait parmi le peuple des philosophes, dans le sens traditionnel, non pas moderne du mot, et que le profane garde un profond respect pour la connaissance véritable, ce qui est à l'opposé de l'attitude américaine à l'égard du professeur. Sous ce rapport, l'Orient tout entier est encore très en avance sur l'Occident, et en conséquence, la culture de l'élite exerce sur la société dans son ensemble une influence bien plus profonde que celle que le penseur spécialisé d'Occident pourrait jamais espérer exercer. Cependant, ce qui intéresse Guénon avant tout, ce n'est pas la protection de l'Orient contre les incursions subversives de la culture occidentale, mais plutôt cette question: quelle possibilité de régénération peut être envisagée pour l'Occident? La possibilité n'existe que dans le cas d'un retour aux premiers principes et aux façons de vivre normales qui procèdent de l'application des principes aux circonstances contingentes. Comme ce n'est qu'en Orient que ces choses sont encore vivantes, c'est vers l'Orient que l'Occident doit se tourner. C'est l'Occident qui doit prendre l'initiative, mais pour aller vraiment vers l'Orient, non pour essayer de tirer l'Orient à lui, comme il l'a fait jusqu'ici. Cette initiative, l'Orient n'a aucune raison de la prendre, même si les conditions du monde occidental n'étaient pas telles qu'elles rendent inutile tout effort dans ce sens. Il nous reste maintenant à indiquer comment une telle tentative peut être envisagée. Il se met en devoir de démontrer que le travail doit être fait dans les deux domaines, celui de la métaphysique et celui de la religion, et ne peut être entrepris qu'au niveau intellectuel le plus élevé, où un accord sur les principes premiers peut être atteint, loin de toute propagande, ou même de toute apologie de la civilisation occidentale. Le travail doit être entrepris par conséquent par une élite. Or, comme ce que Guénon veut dire est ici, plus que partout ailleurs, susceptible d'être mal interprété à dessein, nous devons comprendre clairement ce qu'il entend par une telle élite. La divergence de l'Occident par rapport à l'Orient étant seulement accidentelle, le rapprochement de ces deux parties de l'humanité et le retour de l'Occident à une civilisation normale ne sont en somme qu'une seule et même chose. L'élite travaillera d'abord pour elle-même, puisque naturellement ses membres recueilleront de leur propre développement un bénéfice immédiat et qui ne saurait faire défaut. Un résultat indirect, parce qu'à ce niveau intellectuel, on ne pense pas à faire du bien aux autres ou à servir, mais on cherche la vérité parce qu'on en a besoin soi-même, pourrait, dans des conditions favorables, amener un retour de l'Occident à une civilisation traditionnelle, c'est-à-dire une civilisation dans laquelle tout apparaît comme l'application et le prolongement d'une doctrine purement intellectuelle ou métaphysique en son essence. René Guénon insiste à maintes reprises sur le fait que, par cette élite, il n'entend pas un corps de spécialistes ou d'érudits qui absorberaient et imposeraient à l'Occident les formes d'une culture étrangère, ni même qui persuaderaient l'Occident de retourner à une civilisation traditionnelle, telle que celle qui existait au Moyen Âge. Les cultures traditionnelles se développent par l'application des principes aux contingences. Les principes, en effet, sont immuables et universels, mais de même que rien ne peut être connu, sinon dans le monde du connaissant, de même, rien de valable ne peut être accompli socialement, sans tenir compte de la nature de ceux qui sont concernés et des circonstances temporelles particulières dans lesquelles ils vivent. Il n'y a pas de fusion des cultures à espérer. Ce n'est rien de semblable à un éclectisme ou un syncrétisme qu'une élite aurait en vue. De même, jamais une telle élite ne serait organisée de manière à exercer une influence aussi directe que celle, par exemple, que les technocrates aimeraient exercer pour le bien de l'humanité. Si une telle élite voyait jamais le jour, la vaste majorité des Occidentaux n'en saurait rien.
Elle agirait seulement comme une sorte de levain, et certainement en faveur d'eux, et non contre, ce qui peut survivre des sens traditionnels dans les domaines de l'orthodoxie grecque et du catholicisme romain par exemple. Il est en effet curieux que certains des plus ardents défenseurs du dogme chrétien se trouvent parmi des orientaux. Ils ne sont pas eux-mêmes chrétiens, ni susceptibles de jamais le devenir, mais ils reconnaissent dans la tradition chrétienne une incarnation de la vérité universelle que Dieu n'a jamais nulle part laissée sans témoignage. En attendant, René Guénon demande: serait-ce vraiment le commencement de la fin pour la civilisation moderne? Tout au moins, bien des indices doivent donner à réfléchir à ceux qui en sont encore capables. L'Occident parviendra-t-il à se ressaisir à temps? Peu de gens nieront que nous sommes placés en face de la possibilité d'une désintégration totale de la culture. Nous sommes en guerre avec nous-mêmes, et par conséquent, en guerre les uns contre les autres. L'homme occidental a perdu son équilibre, et la question pourra-t-il se ressaisir est d'une très réelle urgence. Aucun de ceux à qui la question se présente ne peut se permettre d'ignorer les écrits du meilleur interprète contemporain de la sagesse traditionnelle, qui n'est pas plus essentiellement orientale qu'elle n'est occidentale, quoique ce ne soit peut-être que dans la partie les plus éloignées de la Terre que l'on se souvienne encore d'elle et qu'elles doivent être recherchées.